Il était une fois, dans le tumulte d'une métropole anonyme, une femme nommée Madame Chigné. Elle était riche, immensément riche. Les gens de la ville la surnommaient la Dame de Fer, car son visage semblait sculpté dans le marbre de la force et du sérieux. Grande, élégante, elle portait sa fierté comme un manteau invisible. Son mari, le chef Waora, était décédé 2 ans plus tôt, lui laissant les rênes d'un empire commercial colossal. Depuis, c'était elle qui présidait les conseils d'administration, assistait aux événements mondains et maintenait vivant le prestige de leur nom. Beaucoup la respectaient, certains la craignaient. Jamais elle ne laissait transparaître la moindre émotion en public. Mais derrière cette façade d'acier, Madame Chigné était seule. Terriblement seule. Elle n'avait pas d'enfant. Elle vivait dans un manoir gigantesque, entourée de domestiques et de chauffeurs, mais ses nuits étaient d'un silence assourdissant. Son mari lui manquait, même si sa fidélité avait souvent été chancelante. Ce qui lui manquait par-dessus tout, c'était la chaleur d'une présence. Un soir de pluie battante, après une interminable réunion avec le conseil d'administration, elle était assise à l'arrière de son SUV noir. Le chauffeur, silencieux, ne se concentrait que sur la route. La pluie s'abattait avec fureur sur le toit de la voiture, créant une mélodie assourdissante. Les rues de la ville, presque désertes, scintillaient sous les reflets des lampadaires sur l'asphalte mouillé, transformant le monde en un miroir brisé. Madame Chigné s'adossa à son siège et ferma les yeux, épuisée. Le conseil s'était encore disputé au sujet des actions, des profits, des luttes de pouvoir. Il lui semblait que personne ne se souciait d'autre chose que de l'argent. Personne ne se souciait de ce qu'elle ressentait. Est-ce donc cela, ma vie? Pensa-t-elle. Des réunions, des conflits, et la solitude pour seule compagnie. La voiture ralentit à l'approche d'un feu de circulation. Le signal rouge brillait, perçant le rideau de pluie. Madame Chigné rouvrit les yeux et regarda distraitement par la fenêtre. C'est alors qu'elle vit une scène qui la fit se redresser d'un coup. Au coin de la rue, sous le déluge, se tenait un jeune garçon. Il ne pouvait avoir plus de 12 ans. Pieds nus, ses vêtements en lambeaux, trempés, collaient à son corps frêle. Dans ses bras, il serrait un bébé enveloppé dans un tissu humide. À côté de lui, à même le sol, un autre nourrisson pleurait faiblement sous un morceau de toile sale. Le garçon tendait la main aux voitures qui passaient, implorant de l'aide. Ses lèvres tremblaient de froid, mais il ne s'arrêtait pas. La pluie ruisselait sur lui, alors qu'il murmurait des mots que personne ne pouvait entendre. Les pleurs des bébés brisaient le silence de la nuit. Madame Chigné eut le souffle coupé. « Arrêtez la voiture », dit-elle vivement. Le chauffeur tourna la tête, surpris. « Madame, ce n'est pas prudent. Ce sont des enfants des rues. Vous ne m'avez pas entendu ?» Sa voix était tranchante. « Arrêtez la voiture, maintenant. » Le chauffeur soupira et gara le véhicule sur le bas-côté. Madame Chigné baissa la vitre teintée. La pluie s'engouffra dans l'habitacle alors qu'elle fixait le garçon. « Viens ici », appela-t-elle. Le garçon hésita, serrant le bébé plus fort contre lui. Ses yeux étaient grands et craintifs. Le nourrisson dans ses bras toussa. « S'il te plaît, viens », répéta Madame Chigné, son ton s'adoucissant. Le garçon s'approcha lentement, traînant les pieds dans les flaques d'eau. Quand il atteignit la voiture, Madame Chigné vit son visage clairement pour la première fois. Une décharge électrique lui parcourut l'échine. Ses yeux, son nez, jusqu'à la forme de sa mâchoire. Il ressemblait de manière frappante à son défunt mari, le chef Waora, quand il était jeune. Elle le dévisagea, confuse et secouée. Le garçon se pencha légèrement, protégeant le bébé de la pluie. « Madame, s'il vous plaît, aidez-nous », dit-il d'une voix faible. « Nous n'avons pas mangé depuis hier. » Le cœur de Madame Chigné battait à tout rompre. Elle regarda de nouveau les jumeaux. L'un toussait violemment. L'autre pleurait sans s'arrêter. Du siège avant, le chauffeur murmura « Madame, partons. Il y a beaucoup d'enfants dans les rues. Vous ne pouvez pas tous les sauver. » Madame Chigné explosa. « N'avez-vous donc pas de cœur? Regardez ces bébés. Voulez-vous qu'ils meurent ici ?» Le chauffeur se tut. Madame Chigné se pencha vers la fenêtre. « Comment t'appelles-tu, garçon ?»« Je m'appelle Ibuka », répondit-il, la voix tremblante. « Ce sont mes sœurs. » Il baissa les yeux sur le bébé dans ses bras. « Celle-ci, c'est Efua. Celle qui pleure, c'est Yoma. Maman est partie. Elle est morte la semaine dernière. Je suis tout ce qu'elles ont. » Madame Chigné pressa une main sur sa poitrine. La douleur dans les mots du garçon était une lame acérée. « Quel âge as-tu » demanda-t-elle doucement. « 12 ans, madame. »
Et quel âge ont les bébés? 6 mois. Maman m'a dit de prendre soin d'elle, mais je ne sais pas comment faire. J'essaie de mendier pour avoir de la nourriture, mais parfois les gens nous chassent. Je ne veux pas qu'elle meure. Ses lèvres frémissaient, tandis qu'il parlait. Les larmes se mêlaient aux gouttes de pluie sur son visage. Madame Chigné le regarda longuement. Un sentiment étrange grandissait en elle. Inexplicable, mais puissant, il l'attirait vers cet enfant. Elle pensa de nouveau au chef Waora. La ressemblance était trop forte. Se pouvait-il que... Elle secoua la tête vivement. Non, pas maintenant. Ne pas penser à ça. Le chauffeur se tourna encore. Madame, il est tard. Si vous aidez celui-ci, demain vous en trouverez un autre. Partons avant d'avoir des ennuis. Assez. Trancha Madame Chigné. Ouvrez la portière arrière. Le chauffeur hésita, puis obéit. Madame Chigné tendit la main. Ibuka, amène les bébés. Monte dans la voiture. Ibuka parut effrayée. Madame, vous êtes sûre? Nous sommes sales. Les gens ne nous aiment pas. Ils disent que nous sentons mauvais. Le regard de Madame Chigné s'adoucit. Vous êtes des enfants, pas des ordures. Monte. Lentement, Ibuka monta dans la voiture, serrant toujours le bébé contre lui. L'autre nourrisson pleura plus fort lorsque le chauffeur la déposa sur le siège à côté de lui. Une odeur de vêtements humides emplit la voiture, mais Madame Chigné l'ignora. Elle retira vivement son coûteux foulard de soie et en enveloppa le bébé en pleurs. Chut, c'est fini, murmura-t-elle en berçant la petite fille. Le bébé toussa faiblement et ferma les yeux. Ibuka la fixait avec de grands yeux. Personne ne l'avait porté comme ça depuis la mort de maman, murmura-t-il. Madame Chigné sentit sa gorge se nouer. Elle se tourna vers lui. Ibuka, où vivez-vous? Le garçon baissa la tête. Nous n'avons pas de maison. Nous dormons sous le pont. Maman vendait des fruits, mais quand elle est tombée malade, tout s'est arrêté. Après sa mort, je n'avais plus personne, juste moi et elle. Ses yeux s'emplirent de larmes. Pendant des années, elle avait prié pour avoir des enfants. Elle avait supplié Dieu, mais ses prières n'avaient jamais été exaucées. Et la voilà, sous la pluie, tenant dans ses bras 2 bébés qui n'étaient pas les siens, avec un garçon qui ressemblait à son défunt mari. Le chauffeur se racla la gorge nerveusement. Madame, où dois-je conduire? Madame Chigné regarda la route sombre et pluvieuse. Son esprit était en ébullition. Elle savait qu'elle aurait dû leur donner de l'argent et partir, mais son cœur ne le lui permettait pas. Ramenez-nous à la maison, dit-elle fermement. Le chauffeur se figea. À la maison? Madame, vous êtes certaine? Les yeux de Madame Chigné se plissèrent. Ne me questionnez plus. Conduisez. La voiture s'ébranla. À l'intérieur, un silence profond s'installa, seulement troublé par la respiration des bébés et le martèlement de la pluie. Ibuka regardait ses sœurs, puis Madame Chigné. Madame, merci. Je pensais que nous allions mourir cette nuit, mais vous vous êtes arrêtée. Personne ne s'arrête jamais pour nous. Madame Chigné regarda le garçon, et pour la première fois depuis des années, son cœur de glace se fissura. Elle tendit la main et toucha doucement son épaule. Vous êtes en sécurité maintenant, Ibuka, murmura-t-elle. Toi et tes sœurs, vous êtes en sécurité. Les lèvres du garçon tremblèrent de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de froid. C'était de soulagement. Et tandis que la voiture traversait la tempête en direction de son manoir, la vie de Madame Chigné, si contrôlée, si solitaire, était sur le point de changer à jamais. À l'intérieur du véhicule, l'air était lourd d'une émotion palpable. Ibuka restait assis, raide, tenant l'un des bébés contre sa poitrine. L'enfant toussait faiblement, et il le berçait de ses mains tremblantes. L'autre bébé, enveloppé dans le foulard de soie, dormait, son petit visage enfin apaisé. Les yeux de Madame Chigné ne quittaient pas les enfants. Elle restait immobile, les mains croisées sur ses genoux, mais son esprit était une mer déchaînée. Chaque regard posé sur le visage d'Ibuka lui faisait manquer un battement. Cette ressemblance avec son défunt mari était trop aiguë pour être ignorée. Son nez, sa mâchoire, même la façon dont ses yeux s'écarquillaient de peur. C'était comme regarder une photographie d'enfance du chef Waora. Elle se mordit la lèvre et se força à détourner le regard. Ne pense pas à ça maintenant. Concentre-toi sur les enfants. Le chauffeur rompit le silence. Madame, devrais-je m'arrêter à une clinique d'abord? Les bébés n'ont pas l'air bien. Madame Chigné hésita. Son instinct hurlait que les bébés avaient besoin de soins, mais son esprit était assailli de questions. Qui étaient exactement ces enfants?
Pourquoi ce garçon ressemblait-il à son mari? Était-ce un piège? Conduisez directement à la maison, dit-elle enfin, sa voix calme mais ferme. La voiture accéléra. Ibuka leva les yeux vers elle, les lèvres tremblantes. Madame, allez-vous nous renvoyer quand nous arriverons chez vous? Pourquoi demandes-tu cela? Parce que tout le monde le fait, murmura-t-il. Les gens gentils nous donnent parfois à manger. Mais quand on essaie de rester près de leur maison, ils nous crient dessus. Ils disent qu'on porte malheur. Sa voix se brisa. Je ne veux pas que vous nous chassiez, madame. Je n'ai nulle part où aller. Ces mots transpercèrent le cœur de madame Chigné. Elle regarda de nouveau le garçon, ses yeux emplis d'une peur et d'un espoir si profond pour son âge. Je t'ai dit que vous étiez en sécurité avec moi ce soir. Mais demain? Insista le garçon. Est-ce que vous voudrez encore de nous demain? Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas de réponse. Lorsque la voiture entra dans le vaste domaine, les gardes se précipitèrent, leur stupeur visible en découvrant les passagers. Le SUV s'arrêta devant le perron. Une domestique s'avança avec un parapluie, mais se figea en voyant les enfants. À l'intérieur du manoir, les lumières chaudes et les sols de marbre firent stopper Ibuka net, émerveillé et intimidé. Ses pieds nus laissaient des empreintes humides sur le sol brillant. La gouvernante, Madame Ngozi, une femme grande aux yeux perçants qui servait Madame Chigné depuis des années, apparut et fronça les sourcils. Madame, dit-elle fermement. Qui sont ces personnes? Où les avez-vous trouvées? Le visage de Madame Chigné se durcit. Ce sont des enfants. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais madame, c'est dangereux. Amener des enfants des rues dans cette maison. Assez. Trancha Madame Chigné. Préparez de l'eau chaude et des couvertures. Les bébés ont besoin de soins immédiatement. Quelques minutes plus tard, les bébés étaient emmaillotés dans des serviettes propres, dormant dans des berceaux sortis de la nurserie que Madame Chigné n'avait jamais utilisés. Leurs petites poitrines se soulevaient et s'abaissaient, leurs pleurs enfin apaisés. Ibuka les regardait en silence. Quand ta mère est-elle morte? Demanda Madame Chigné. La semaine dernière, murmura-t-il, ses épaules tremblant. Elle toussait du sang. Elle m'a dit, Ibuka, tu es l'homme de la maison maintenant. Prends soin de tes sœurs. Je lui ai promis, mais c'est si difficile. Je ne veux pas décevoir maman. Les larmes montèrent aux yeux de Madame Chigné, mais elle les refoula. Tu as été très courageux, Ibuka. Tu as tenu ta promesse. Regarde, elles sont en vie grâce à toi. Le chauffeur apparut sur le seuil. Madame, avec respect, je dois le dire. Vous ne pouvez pas les garder ici. Les gens vont parler. Ils diront que vous avez perdu la raison. Perdu la raison? Répéta-t-elle amèrement. Dites-moi, mon cœur n'a-t-il pas le droit de prendre soin d'enfants? Le chauffeur n'eut pas de réponse. Madame Chigné se leva et se dirigea vers la fenêtre. La pluie avait cessé, mais ses pensées étaient une tempête. Elle avait toujours gardé ses distances, fière et prudente. Mais ce soir, quelque chose en elle était en train de changer. Écoute-moi, garçon. Tu ne dormiras pas sous le pont cette nuit. Tu ne m'en diras plus sous la pluie. Pas tant que je serai en vie. Les yeux d'Ibuka s'emplirent de larmes. Madame, vous le pensez vraiment? Oui, dit-elle doucement. Mais dans sa tête, les doutes criaient. Pouvait-elle vraiment faire cela? Garder des enfants qui lui rappelaient si douloureusement son défunt mari? Son cœur et sa raison se livraient à une bataille féroce. La nuit s'étirait, remplie de questions auxquelles elle ne pouvait encore répondre. Mais une chose était claire, le garçon et les jumelles étaient entrés dans sa vie, et plus rien ne serait jamais comme avant. Plus tard dans la nuit, l'une des jumelles se mit à tousser et à pleurer. Ibuka bondit sur ses pieds. C'est Yoma. Elle tousse comme ça tout le temps. Madame Chigné se leva aussi, l'inquiétude l'envahissant. Appelez le docteur. Le docteur de famille, le docteur Okafor, arriva rapidement. C'était un homme d'âge mûr aux yeux bienveillants. Il examina le bébé avec soin. L'enfant a attrapé un mauvais rhume, peut-être même une pneumonie. Elle a besoin de médicaments, de repos et de soins. Ibuka serra sa sœur plus fort, la peur déformant son visage. Va-t-elle mourir? S'il vous plaît, docteur, ne la laissez pas mourir. Le docteur se tourna vers Madame Chigné et parla à voix basse. Madame, pardonnez-moi, mais le garçon, il m'est très familier. Son cœur rata un battement. Familier? Oui. Il ressemble presque trait pour trait au chef Waora quand il était jeune. La ressemblance est frappante. Les yeux de Madame Chigné s'écarquillèrent,
mais elle maîtrisa rapidement son expression. Les enfants peuvent ressembler à n'importe qui. Ne parlez pas de telles choses. Le docteur lui lança un regard scrutateur, puis s'inclina. Comme vous voudrez, madame. Après son départ, madame Chigné s'assit, les mains tremblantes. La pensée qu'elle avait repoussée revenait avec force. Se pouvait-il que ce garçon soit réellement lié à son mari? Madame, demanda soudain Ibuka. Pourquoi nous aidez-vous? Les gens passent toujours sans nous voir. Mais vous vous êtes arrêté. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité, que son visage la hantait avec les souvenirs de son défunt mari. Elle dit simplement, parce que c'est la chose juste à faire. Ibuka l'étudia un instant, puis murmura, maman disait qu'il y a encore des gens bien dans ce monde. Peut-être qu'elle parlait de vous. La gorge de madame Chigné se serra. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres. Ibuka était déjà réveillée, veillant sur ses sœurs. Madame Chigné descendit, les yeux fatigués par une nuit sans sommeil. « Où est ton père, Ibuka ?» demanda-t-elle soudain, pendant le petit déjeuner. Le garçon se figea. « Papa est parti. Il venait nous voir parfois, mais quand maman est tombée malade, il a cessé de venir. Maman m'a dit qu'il était mort. » Les doigts de madame Chigné se crispèrent. « Te souviens-tu de son nom ?» Ibuka secoua la tête. « Maman ne me l'a jamais dit. Elle l'appelait seulement papa. » Plus tard dans la journée, alors que les bébés étaient nourris, madame Chigné remarqua quelque chose qui brillait sous le col de la vieille chemise d'Ibuka. « Qu'est-ce que c'est ?» Ibuka hésita, puis le sortit lentement. C'était un petit pendentif, vieux et rayé. Les yeux de madame Chigné s'écarquillèrent instantanément. Elle connaissait ce pendentif. Des années auparavant, elle l'avait offert au chef Waora pour leur anniversaire de mariage. Sa main tremblait alors qu'elle tendait le bras. « Où as-tu eu ça ?»« Papa me l'a donné, » dit-il doucement. Il a dit que c'était spécial. Il m'a dit de ne jamais le perdre. La pièce se mit à tourner autour d'elle, son cœur martelant dans ses oreilles. Elle s'agrippa au bras du fauteuil, fixant le pendentif, puis le visage du garçon. La vérité qu'elle avait tenté de repousser lui explosait maintenant au visage. « Il me l'a donné il y a longtemps, » continua Ibuka. « Il m'a dit, tu es mon fils. Garde ceci près de ton cœur. » Je ne l'ai jamais enlevé depuis. Le cœur de madame Chigné tonnait. « Mon fils. » Ibuka sortit alors quelque chose de sa poche. C'était une vieille photographie pliée. Il l'ouvrit avec précaution et la lui tendit. Madame Chigné prit la photo avec des mains tremblantes. Ses yeux tombèrent sur l'image et son estomac se noua. Là, souriant, se trouvait le chef Waora, son mari. Son bras entourait une jeune femme aux yeux doux. À côté d'eux, un Ibuka beaucoup plus jeune affichait un sourire édenté. Son souffle se coupa. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. « C'est mon papa, » dit Ibuka. Maman disait qu'il était un homme important, un grand homme. Le poids de la trahison s'abattit sur elle comme une vague dévastatrice. Toutes ces années, elle lui avait fait confiance, l'avait soutenu, défendu, et il avait vécu une autre vie, avec une autre femme. « Sais-tu qui était ton père, Ibuka ?» demanda-t-elle, le visage bouleversé. « Connais-tu son nom complet ?»« Non, mais je me souviens de quelque chose. Parfois, quand papa venait, les gens l'appelaient « chef ». Et une fois, maman l'a appelé Waora. Le corps de madame Chigné se raidit. Il n'y avait plus de déni possible. Le père de ce garçon était le chef Waora, son mari. Elle enfouit son visage dans ses mains. « Madame, ai-je dit quelque chose de mal ?» Elle leva les yeux vers lui, son visage strié de larmes. « Non, enfant. Tu as dit la vérité. Une vérité que je ne voulais pas entendre. Vous connaissiez papa ?» Ses lèvres tremblèrent. « Oui, » murmura-t-elle. « Je le connaissais mieux que personne. Parce que j'étais sa femme. » Les yeux d'Ibuka s'écarquillèrent de choc. « Vous êtes la femme de papa ?» « Oui, » dit-elle amèrement. « Et pendant tout ce temps, il était aussi avec ta mère. » Le petit corps du garçon se crispa. Il baissa les yeux, honteux. « Je suis désolé, madame. Je ne savais pas. S'il vous plaît, ne me détestez pas. » La poitrine de madame Chigné lui faisait mal. Elle tendit la main et attrapa la sienne. « Non, Ibuka. Je ne te déteste pas. Ce n'est pas toi qui m'as trahi. C'est lui, ton père. S'il vous plaît, madame, ne nous renvoyez pas. Je travaillerai. Je ferai le ménage. Ne laissez pas mes sœurs mourir dans la rue. »
Son regard s'adoucit. Malgré la colère qui la brûlait, elle ne pouvait ignorer l'innocence dans le visage du garçon. « Vous ne retournerez pas dans la rue, dit-elle fermement. Pas tant que je respirerai. » Ibuka fondit en larmes, tombant à genoux. « Merci, madame. Merci. » Madame Chigné le releva et l'embrassa étroitement. « Vous êtes en sécurité ici, Ibuka. Toi et tes sœurs. » Mais alors même qu'elle le tenait, son cœur se tordait de douleur. Les fantômes de la trahison de son mari l'entouraient, et elle savait que ce n'était que le début d'une tempête qui allait secouer sa vie à jamais. À l'aube, elle avait pris sa décision. Elle ne les chasserait pas. Ce jour-là, les parents de son mari arrivèrent, le visage sombre de fureur. Son beau-frère aîné, l'oncle Damian, sa belle-sœur, tante Glaty, et 2 cousins. « Chigné !» s'écria Damian. « Quelle est cette folie que nous entendons? Que tu as amené des bâtards dans cette maison ?» Le visage de madame Chigné resta calme. « Baissez la voix. C'est ma maison. »« Ta maison ?» ricana Glaty. « Cette maison appartient à la famille Waora. Tu penses que parce que notre frère t'a laissé aux commandes, tu peux faire n'importe quoi? Les gens disent que la veuve du chef a recueilli des rats des rues. La seule honte ici, répondit-elle, les yeux perçants, c'est que vous appeliez des enfants des rats. Ne joue pas les saintes, Chigné, lança Glaty, sa voix venimeuse. Tu ne lui as jamais donné d'enfant. Maintenant, tu veux élever la progéniture d'une autre femme dans son manoir? Nous ne le permettrons pas. Ces mots la blessèrent profondément, mais elle ne s'y a pas. Vous pensez que je ne ressens pas de douleur? Mais la question est que votre frère a abandonné son propre sang, et maintenant ils sont sous ma garde. Alors tu l'admets. Ils sont les siens. S'exclama un cousin. Alors ils n'ont pas leur place ici. S'ils restent, demain, ils réclameront un héritage. Est-ce ton plan? Nous voler? La voix de madame Chigné s'éleva, ferme et tranchante. Vous volez? Avez-vous travaillé pour la moindre parcelle de cette fortune? N'est-ce pas Waora et moi qui avons tout bâti? Chigné, écoute bien, dit Damian d'une voix basse et menaçante. Renvoie-les. Si tu les gardes, tu déclencheras une guerre que tu ne peux pas gagner. Ses yeux s'enflammèrent. Je n'ai pas peur de la guerre. Et je ne les jetterai pas comme des déchets. Ils resteront sous mon toit, et personne ne les touchera. La grave erreur fut la trahison d'Waora. Ne punissez pas ses enfants pour ses péchés. Ibuka entra à ce moment-là, tenant une des jumelles dans ses bras. Regardez-le, siffla Glaty. C'est le portrait craché d'Waora. Comment peux-tu supporter ça, Chigné? Chaque jour, tu te souviendras de sa trahison. Madame Chigné posa un bras protecteur autour de l'épaule d'Ibuka. Cet enfant est sous ma protection. Si vous voulez le jeter dehors, il faudra me traîner avec lui. Alors, tu les choisis plutôt que la famille? Ricana Damian. Ils sont la famille, répliqua Théel. Ce sont vous qui agissez comme des étrangers. Ils partirent en trombe, la menaçant. La vraie bataille ne faisait que commencer. Cette nuit-là, elle ouvrit une lettre scellée que son mari lui avait laissée, une lettre qu'elle n'avait jamais eu le courage de lire. « Ma chère épouse, commençait-il. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je sais que je t'ai fait du tort. Il y a des enfants qui portent mon sang. Si jamais tu les trouves, ne leur tourne pas le dos. J'ai laissé un addendum à mon testament les nommant héritiers secondaires. La décision t'appartient. Protège-les comme tu aurais protégé les nôtres. » Un cri lui échappa. Le lendemain matin, les parents revinrent, ayant eu vent de l'existence de ce document. « Il y a un autre testament, n'est-ce pas ?» hurla Damian. « Il est valide, » confirma calmement l'avocat, présent à la demande de Chigné. « Alors nous nous battrons, » cria un cousin. « Nous ne renoncerons pas à notre héritage. » Madame Chigné s'avança, les yeux flamboyants. « Essayez. Je me battrai jusqu'au bout. Je dépenserai chaque centime pour protéger ces enfants. Vous pensez pouvoir me faire peur? J'ai affronté des conseils d'administration remplis d'hommes plus avides que vous. Je ne me suis pas incliné devant eux, et je ne m'inclinerai pas devant vous. » Les jours suivants, des choses étranges commencèrent à se produire. Une voiture suspecte rôdait. Un homme tenta d'escalader le mur. Un soir, alors qu'Ibuka jouait dans le jardin avec ses sœurs, 2 hommes masqués firent irruption. Les gardes se battirent, le chaos éclata. « Attrapez les bébés !» hurla un voyou. Ibuka prit une des jumelles dans ses bras et tenta de saisir l'autre, mais les hommes étaient sur lui. L'un d'eux le frappa violemment au flanc. Il cria de douleur mais refusa de lâcher l'enfant. « Laissez-les tranquilles. »
hurla-t-il. Madame Chigné dévala les escaliers. Quand elle arriva, les gardes avaient maîtrisé les agresseurs. Ibuka était à genoux, serrant les jumelles, le côté de sa chemise taché de sang. « Mon fils, es-tu blessé ?» sanglota-t-elle. Il secoua la tête, tremblant. « Je ne les ai pas laissés prendre les filles, madame. J'ai tenu ma promesse. » Son cœur se brisa. Elle le serra contre elle. « Tu es courageux. Plus courageux que n'importe quel homme que je connaisse. » Se tournant vers son avocat, sa voix tremblait de fureur. « S'ils veulent la guerre, ils l'auront. Mais je ne laisserai jamais ces enfants tomber entre leurs mains. Jamais. Je les protégerai, même si cela doit me coûter la vie. » Le lendemain matin, les parents revinrent, l'accusant d'attirer le danger sur la famille. « Assez. » Sa voix résonna comme le tonnerre. « Écoutez-moi bien. Ces enfants sont innocents. Ils ne portent aucun péché. À partir d'aujourd'hui, je les déclare miens. Ibuka, Efua et Yoma vivront dans cette maison. Ils seront élevés comme mes propres enfants. Ils porteront ma protection, mon nom et mon amour. Et si quiconque, famille ou étranger, ose contester cela, il m'affrontera d'abord. » Un silence de mort s'installa. Plus tard, Ibuka s'approcha. « Madame, » murmura-t-il. « Vous avez dit que nous sommes à vous maintenant. Vous le pensiez vraiment ?» Elle se tourna vers lui, ses yeux s'adoucissant. « Oui, Ibuka. J'ai pensé chaque mot. Vous êtes miens maintenant. Tous les trois. » Ses lèvres tremblèrent. Des larmes coulèrent sur ses joues et il se jeta dans ses bras. Sa voix se brisa en un murmure, « Maman. » Ce mot la fit fondre. Elle l'enlaça, pleurant avec lui. « Oui, » répondit-elle, la voix secouée. « Maman. C'est ce que je suis maintenant. » Pour la première fois depuis des années, le manoir de la Dame de Fer était vivant. Non pas de richesse ou de fierté, mais du son d'une famille naissant des ruines. Quelques semaines plus tard, l'adoption fut finalisée. Le juge signa les papiers déclarant Ibuka, Efua et Yoma les enfants légitimes de Madame Chigné. Un fonds en fiducie fut créé à leur nom, assurant leur avenir pour toujours. Le dimanche suivant, elle emmena les enfants au cimetière. Ils s'arrêtèrent devant la tombe du chef Waora. Ibuka s'approcha, sa voix petite. « Papa, c'est moi, Ibuka. Nous sommes en sécurité maintenant. Maman prend soin de nous. » Le cœur de Madame Chigné se brisa. Elle tomba à genoux, pleurant à chaudes larmes. Elle posa la main sur la pierre froide. « Waora, » murmura-t-elle à travers ses sanglots. « Tu m'as trahi. Tu m'as menti. Mais je porte tes enfants maintenant. Pas à cause de toi, mais malgré toi. Je te pardonne. Mais je n'oublierai jamais. » Elle serra Ibuka et les jumelles contre elle. « Regarde-les. Regarde ce que tu as laissé derrière toi. Ils sont miens maintenant, et je ne les laisserai pas tomber comme tu nous as laissé tomber. » Le vent souffla doucement, comme pour emporter ses paroles. Ibuka la serra fort. « Maman, ne pleure pas. Nous sommes là. Nous ne te quitterons pas. Oui, mon fils. Nous nous avons les uns les autres maintenant. C'est suffisant. » À cet instant, à genoux près de la tombe de la trahison, mais entourée d'un amour nouveau, Madame Chigné laissa enfin partir le poids qu'elle avait porté pendant des années. Le cœur de la Dame de Fer n'était plus froid. Il était vivant, chaud et rempli d'espoir. L'histoire qui avait commencé sous la pluie avec un garçon mendiant dans la rue s'était achevée ici, dans des larmes d'acceptation. Et à partir de ce jour, ceux qui parlaient de Madame Chigné ne l'appelaient plus seulement la Dame de Fer. Ils l'appelaient maman, la femme qui avait choisi l'amour plutôt que la fierté, et qui, ce faisant, avait trouvé la famille dont elle avait toujours rêvé.